Je suis le docteur Hervé Léna, je suis médecin pneumologue, je suis praticien hospitalier dans le service de pneumologie du CHU de Rennes, dont le chef de service est Benoît Desrues. Donc je remercie beaucoup M. Lobel, mais je ne me considère absolument pas comme un expert. Moi, je m'occupe de patients atteints de maladies graves depuis 20 malheureusement 25 ans déjà. Et je crois que Bernard Lobel, en fait, a déjà tout dit. Il a utilisé exactement le plan de tout ce que je voulais dire. Donc, je ne vous en veux pas. Mais en fait, on va repartir un petit peu de ça. Moi, j'ai repris un certain nombre de choses de cette loi du 4 mars 2002, qui est appelée à tort loi des droits du patient, mais elle a tort parce qu'elle va beaucoup plus loin. Elle envisage aussi beaucoup d'autres éléments d'organisation ou de référence du système de soins. Donc on va parler de cette loi du 4 mars 2002 et de ses obligations d'information qui ont été enfin formalisées ou écrites, qui maintenant sont... il s'agit d'une loi, donc c'est quelque chose qui est opposable. Et on reparlera ensuite effectivement de ce dispositif d'annonce du patient atteint de cancer, qui est quand même, de mon sens, assez emblématique de la manière dont on peut mieux communiquer, mieux toujours, mais la perfection n'existe pas. Comme l'a dit Bernard Lobel, on n'est parfois pas très en forme ou pas au top, et puis parfois aussi, tout simplement, on ne s'entend pas entre le docteur et la personne qui le soigne. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Et ça, il ne faut surtout pas que le patient, le malade, on paye le prix. Il y a d'autres docteurs, il y a d'autres infirmières, et ce n'est pas parce qu'on est mal parti sur de la communication qu'il faut s'arrêter là. Donc cette loi du 4 mars 2002, elle acte les patients, le droit des patients à bénéficier de soins de qualité. On est content, mais c'est aussi bien de le dire. Ce droit à l'information, on va reparler un petit peu. Le droit à accéder au dossier médical, c'était une demande des associations de patients qui durait depuis de très nombreuses années, qui n'était pas forcément simple intellectuellement, culturellement pour le corps médical à abandonner ou à accepter. Le dossier médical, c'était la propriété du docteur, ça devient la propriété du patient. Donc c'est pas si mal. Un élément aussi dont peut-être on pourra rediscuter, c'est le droit de refuser les soins, d'interrompre un traitement, voire tout traitement. Après, le droit d'obtenir réparation des dommages n'est de risque fautif comme non fautif. Donc c'est ce que beaucoup de gens ont retenu de cette loi, mais c'est finalement quelque chose qui est peut-être un peu, en tout cas de mon point de vue de soignant, un peu moins important. Des éléments sur le droit au respect de la vie privée, au secret des informations qui concernent les patients. Pourquoi je le mets là, je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Qui s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il n'y a pas uniquement le docteur, l'infirmière, l'aide-soignante, le brancardier, mais tous ceux qui sont amenés à prendre connaissance professionnellement de l'état de santé du patient sont tenus à ce secret. Un élément quand même utile pour l'amélioration des soins ou l'exercice de soins de qualité, c'est le fait que cette information, elle peut être partagée. Et globalement, quand vous êtes pris en charge dans un établissement de soins, si vous confiez des informations à un des membres de cette équipe soignante, globalement, l'ensemble de l'équipe est susceptible d'y avoir accès. Alors ça peut être choquant, ça peut paraître choquant, mais en tout cas, en ce qui concerne la qualité des soins, l'information, c'est crucial. On ne peut pas prendre en charge quelqu'un sans avoir le maximum d'informations. Il est clair que, par contre, si vous êtes amené à dire à un membre de l'équipe « je vous confie cette information », mais je vous interdis de la communiquer à d'autres, il n'y aura pas de souci là-dessus. C'est quelque chose qui restera secret. Un élément qui pose parfois problème en cas de discussion, alors particulièrement avec les proches. La maladie, elle affecte le patient, bien évidemment, mais elle affecte aussi ses proches et de manière potentiellement extrêmement douloureuse. Quand on parle de pronostics sombres, de maladies qui engage le pronostic vital ou qui amène au décès, il est évident que le patient souffre, que son entourage aussi est susceptible de souffrir énormément. Je pense que vous avez tous plus ou moins connu cela, et qu'on a souvent des remarques, des questions. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas été informés? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu les informations? Pourquoi vous ne nous avez pas appelés avant? Cette loi, elle permet de dire qu'on est censé... Le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille ou les proches soient informés, surtout quand il s'agit d'une maladie grave.
sauf opposition de la part du patient. Sauf opposition de la part du patient. Donc on est parfois amené, c'est vrai, à taire un diagnostic grave, à taire un pronostic grave, en accord avec le patient. Moi, ce que je suis amené à faire en tant que professionnel de santé dans ce cas, quand je suis amené à voir un patient pour lui expliquer, c'est mieux ? Merci. Merci Madame Lavolée de votre vigilance. Quand je suis amené à voir un patient et effectivement à lui expliquer que sa maladie est très sérieuse, effectivement, vous verrez ensuite qu'on est amené à lui proposer de transmettre cette information ou à lui proposer de se faire soutenir. Parfois, on a des refus. Effectivement, après, l'histoire du patient, le pourquoi du comment ne me regarde pas. Mais ce qu'on essaie de faire à ce moment-là, c'est de bien lui faire comprendre que cette décision, elle peut amener à une souffrance supplémentaire pour ses proches. Après, on respecte cette décision et c'est effectivement quelque chose de tout à fait légal. Alors, un élément que j'aime bien dans cette loi du 4 mars 2002, je pense qu'il faut qu'on remette souvent, les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. On a un système de santé qui, à mon sens, est particulièrement performant pour voyager un peu, pour prendre en charge des patients qui viennent d'autres pays européens ou non européens. On a un système de santé qu'il faut absolument préserver. Donc on va rentrer un peu plus dans l'information, dans ces éléments d'articles qui expliquent l'information. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Et cette information, elle porte sur les différentes investigations, les traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle. Est-ce qu'on a le temps de réfléchir? Est-ce qu'on a le temps de prendre des conseils? Est-ce qu'on a le temps d'aller voir sur Internet? Ou est-ce que vraiment il y a une décision urgente à prendre? Les conséquences des traitements, vous savez tous qu'il n'y a aucun traitement anodin, aucun traitement n'a aucune complication ou aucun effet indésirable. Ainsi que sur les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Là, c'est ce qu'on va être amené à mettre en œuvre pour aider le patient à décider, la personne malade à décider, à faire le choix entre ces alternatives quand elles existent, quand elles n'existent pas. Cette information, elle incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences. C'est-à-dire qu'une infirmière va être susceptible de donner un certain nombre d'informations qui correspondent à son métier, à ses compétences. Le médecin aux siennes, le chirurgien, l'anesthésiste, le médecin d'une autre spécialité. Seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. C'est la loi Kouchner, c'était écrit par un médecin. Donc il y a des moments où, effectivement, on n'a plus le temps de discuter. Si on veut sauver la vie du patient, il faut prendre une décision. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. Effectivement, pas un coup de téléphone, pas un courrier, pas au milieu d'un couloir, pas au milieu d'une salle d'attente. Il faut pouvoir discuter. Un autre élément sur l'information, la volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée. On peut avoir un patient qui dit « je ne veux pas savoir ce que j'ai, soignez-moi, faites du mieux possible ». Là encore, par rapport à ce que je disais tout à l'heure pour les proches, ça doit être clairement signifié dans le dossier, éventuellement explicité. La plupart des patients qui disent ça, ils sont exceptionnels. Dans mon expérience, c'est arrivé peut-être 2 à 3 fois qu'un patient me dit « je ne veux pas savoir », ou en tout cas que ce souhait de ne pas savoir perdure. On peut très bien dire à un moment donné, là, je ne veux pas savoir, j'en ai assez, vous m'en avez assez dit, stop. Mais cette volonté d'être tenu dans l'ignorance, en général, elle ne dure pas. Ceux qui vous disent ça, ce sont ceux qui le lendemain téléphonent en demandant un deuxième rendez-vous en urgence, parce que finalement, les questions, elles sont là. Donc c'est important. Toute personne prend avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et préconisations qu'il lui fournit, les décisions. Donc ce n'est pas le médecin qui décide. Le médecin, il propose, il explique, il essaie de convaincre, mais au bout du compte, ce n'est pas lui qui va tout décider. Le patient, la personne malade a un rôle. Elle a un rôle. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix. Ce n'est pas je vous opère ou vous allez mourir, au revoir, rendez-vous dans 3 jours. À jeun dans le service, c'est qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les alternatives.
Et au bout du compte, la personne malade a le droit de refuser ou d'interrompre un traitement qui met sa vie en danger. Par contre, on doit tout mettre en œuvre pour la convaincre. La convaincre, pas la contraindre. Donc ça, c'est la loi de mars 2002, qui, je pense, était, en tout cas de mon impression, encore une fois, je ne suis pas un expert, hein, je peux parler que de mon activité personnelle, que de l'activité des personnes avec qui je travaille au quotidien dans le service. Je n'interviens pas ici en tant que représentant de l'établissement, en tant que représentant de l'ensemble du collège médical. Je parle en mon nom propre. Donc on va parler un peu du dispositif d'annonce des patients atteints de cancer, parce que c'est vrai que ça a, je pense, complètement modifié une partie de notre exercice professionnel. En tout cas, moi je suis thésé en 93. J'ai commencé à m'occuper de patients atteints de cancer du poumon lors de mon internat en 88, juste après un stage dans le service du professeur Lobel. Il n'y avait pas de lien de cause à effet. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai eu, à mon sens, la chance de vivre un peu cette évolution et la mise en implication de plus en plus importante des patients, et de mon point de vue, extrêmement positive sur l'information et les discussions que ça peut amener. Donc le dispositif d'annonce, c'était effectivement une énorme demande des patients atteints de cancer lors des différents états généraux organisés par la Ligue contre le cancer. Et quand vous regardez les 3 plans cancer, puisqu'il y en a eu 2 qui sont... Le deuxième est en train de se terminer, le troisième va commencer. Le dispositif d'annonce, il est très largement nommé, cité, discuté dans l'ensemble de ces plans cancer. Initialement de manière un peu extrêmement complexe, très déconnectée de la réalité, de ce qui était absolument faisable. On nous demandait de faire des choses qui étaient très très difficiles. Du style, je vois un patient, je lui explique qu'il a un cancer, je lui explique qu'on va discuter de ce qu'on fait de son dossier, mais par contre, je ne lui dis pas le traitement. Or, quand on vous annonce que vous avez une maladie grave, ce que vous attendez, c'est comment on va vous soigner. D'autres éléments éventuellement, mais c'est comment on va vous soigner. Donc ça a permis je dirais aussi une adaptation en fonction des problématiques, des circuits, des pathologies. Il est évident qu'on ne va pas travailler de la même manière quand on est sur la découverte a posteriori sur une pièce opératoire d'une petite lésion cancéreuse qui n'était pas le problème de la prise en charge, ou quand on va diagnostiquer une tumeur osseuse ou une tumeur cérébrale chez un enfant, avec tout ce que ça peut impliquer. Un élément encore important, que ce dispositif d'annonce, il fait partie intégrante de l'autorisation d'un établissement à prendre en charge des patients atteints de cancer. Depuis le premier plan cancer, depuis aussi les circulaires d'autorisation de 2005, on ne peut plus être soigné d'un cancer n'importe où. N'importe quel établissement ne peut pas s'instituer centre spécialisé de traitement du cancer. Il y a des normes, des règles bien sûr de compétences des praticiens, des règles d'organisation, des règles aussi de participation à de l'innovation ou à des essais thérapeutiques. Et l'organisation d'un dispositif d'annonce fait partie intégrante de cette autorisation. C'est-à-dire qu'un établissement qui ne fait pas l'effort d'organiser ce dispositif d'annonce, on peut imaginer qu'il ne soit plus autorisé à prendre en charge les patients atteints de cancer. Ça n'est plus le cas puisque c'est, je pense, complètement rentré dans les mœurs. Ce dispositif d'annonce, initialement, ça s'appelait consultation d'annonce. Consultation d'annonce, ça veut dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a le petit A, le petit B, le petit C, etc. Or, tout le monde n'est pas absolument identique. Toutes les maladies ne sont pas identiques. Toutes les réactions ne sont pas identiques. Donc, on a maintenant un dispositif. Le dispositif, ça veut dire qu'un certain nombre de procédures vont être respectées, organisées, mais organisées en fonction de l'habitude, du mieux qu'on a pu trouver pour faire, et puis aussi du retour qu'on peut avoir des patients qu'on prend en charge. Donc le temps médical, il va être d'informer le patient sur la maladie dont il est atteint. Donc de discuter de la maladie, éventuellement de prononcer le mot de cancer, éventuellement pas. Tout va dépendre. Tout va dépendre de la première réaction du patient, de la manière dont il réagit. On ne va pas dire la même chose à un patient qui dit « Docteur, dites-moi que ce n'est pas un cancer », à celui qui dit « Bon, j'en ai pour combien ?» On ne fait pas de la même chose, on s'adapte.
Donc informer le patient sur la maladie, sur les orientations thérapeutiques qui pourront lui être proposées. Là, par rapport à ce qu'on a dit sur la loi de 2002, on est exactement sur le même mode de fonctionnement. Un élément qui est un peu différent pour la prise en charge des patients atteints de cancer, c'est que toute décision doit être prise de manière pluridisciplinaire. Aucun médecin n'a la connaissance de la totalité des solutions thérapeutiques. Ça ne fonctionne plus. Il faut avoir plusieurs spécialités qui vont permettre d'avoir un avis qui sera plus pertinent. Si vous associez un spécialiste de la maladie ou de l'organe dont le patient est atteint, si vous associez un radiothérapeute, si vous associez un chimiothérapeute, globalement, l'avis sera meilleur que si vous avez que des chirurgiens, que des radiothérapeutes, que des chimiothérapeutes. On ne sera pas forcément d'accord entre nous, mais en tout cas, on aura réfléchi et discuté et envisagé la supériorité ou l'infériorité de telle ou telle offre thérapeutique. Donc le dossier d'un patient atteint de cancer sera présenté dans cette réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc là, par rapport au secret médical dont on parlait tout à l'heure, c'est un certain nombre de médecins qui ne connaissent pas le patient vont être amenés à réfléchir sur le dossier. Mais on est encore une fois en termes d'établissement. Permettre un dialogue autour de cette annonce. Ce dialogue, il est important pour la confiance. Et là encore, on doit s'adapter. Respecter le poids de cette annonce, ce qu'il représente et les émotions que ça peut susciter. Identifier les conditions psychologiques et sociales qui constituent le quotidien du patient. Donc c'est une belle phrase, c'est pas forcément simple. On n'a pas tous, comme le disait Bernard Lobel, je suis tout à fait d'accord, on n'a pas tous la même empathie. Et même si on a une empathie extrême, on n'est pas toujours au top ce jour-là. Donc encore une fois, c'est un dispositif. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs temps. Présenter, expliciter les relais soignants. On ne soigne plus tout seul, on soigne en équipe. C'est important d'identifier pour le patient, pour la personne malade, d'identifier ces relais. C'est tout ce qu'on appelle les soins de support qui ont été définis dans le plan cancer. Le temps fonctionnant avec la psychologue, l'assistante sociale, la diététicienne, la stomathérapeute, etc. Et la proposition de cette stratégie thérapeutique. Donc ça fait beaucoup de choses à faire dans une simple consultation de 30 à 45 minutes. Donc ce n'est pas toujours faisable effectivement sur cette première consultation. Encore une fois, tout le monde ne va pas au même rythme. Quand vous arrivez à cette consultation avec un certain nombre d'examens qui ont été réalisés, ce n'est pas du tout la même chose que quand vous arrivez avec un scanner qui a été fait pour autre chose. Et finalement, il y a une énorme suspicion sur ce scanner. Donc on doit là encore s'adapter. Le temps soignant, donc c'est rencontrer une infirmière, un manipulateur de radiothérapie, une puéricultrice, en fonction bien sûr du patient. Écouter, informer, soutenir. Donc c'est reformuler. Il y a des études qui ont été réalisées sur la quantité d'informations qu'un patient retenait après un temps d'annonce. Globalement, c'est jamais plus de 15%. Donc ça veut dire qu'on a fait un temps de consultation qui a consisté à apporter énormément d'informations. Une partie des patients vont être complètement sidérés par ce qu'on annonce, et la seule chose qu'ils ont retenue, c'est « j'ai un cancer » ou « j'ai peut-être un cancer ». Et pourtant, on a parlé de plein d'autres choses pendant ce temps-là. Donc c'est extrêmement important que ces informations qu'on a données puissent être reformulées, redites, complétées. Il est prévu aussi de parler de l'organisation du service dans lequel le patient va être pris en charge. Ça se passe où, dans quel endroit, quelle pièce, quelle chambre? Est-ce que ça sera une perfusion? Est-ce que ça sera des comprimés? Est-ce que ça sera de la radiothérapie? Si je suis opéré, c'est quelle voie d'abord? Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que le chirurgien m'a dit? Je ne me souviens plus. Éventuellement une visite du service. Prendre en compte les besoins psychologiques et sociaux qui sont extrêmement différents. Ce n'est pas du tout la même chose quand vous soignez une mère de famille de 40 ans que quand vous soignez quelqu'un qui a atteint l'âge de la retraite et qui n'a pas forcément le même impact, dont la maladie ne va pas avoir le même impact sur son entourage. Je ne fais pas de graduation, mais c'est vraiment l'impact que ça peut avoir sur l'entourage. Il faut évaluer ça pour quelqu'un qui est l'aidant de son conjoint. On a de temps en temps des difficultés de ce type. Un patient âgé ou une patiente âgée chez qui on trouve une maladie grave, il est l'aidant de son conjoint qui a une maladie d'Alzheimer. Comment on va faire? Donc ça ne se décrète pas, ça ne s'invente pas.
Ça nécessite un temps de réflexion, un temps de concertation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre qui va permettre de soigner cette personne malade au mieux, tout en la rassurant sur le fait que son conjoint ou la personne qui l'aide sera prise en charge. Et la coordination avec les autres intervenants, ça c'est un élément aussi des 3 plans cancer, le médecin traitant, l'infirmière de domicile. C'est compliqué parce que ça nécessite de mettre beaucoup de gens en communication, que malgré l'amélioration des moyens de communication dont a parlé M. Lobel, c'est pas si simple. La messagerie sécurisée, oui, pourquoi pas, mais comment ça marche et comment on envoie les documents, tout ça tout en, bien sûr, en sauvegardant le secret médical. On ne va pas disséminer une information. Donc, ce n'est pas si simple. Il y a encore là, je crois, beaucoup de travaux à faire. Un des éléments de ce dispositif d'annonce, qui est le programme personnalisé de soins, qu'on va remettre aux patients, soit au moment de la consultation d'annonce médicale, soit au moment de la consultation d'annonce soignante. C'est globalement, c'est son plan théorique de traitement. Qu'est-ce qu'il va recevoir comme traitement ? Sous quelle forme ? Donc, c'est un document qui va reprendre les bilans prévus. On me fait 2 cures de chimiothérapie, qu'est-ce que je vais avoir après ces 2 cures de chimiothérapie pour évaluer l'efficacité ? Si je suis opéré où ? Qu'est-ce qu'il y aura comme bilan après ? Et qui je vais voir pour m'annoncer les résultats et un éventuel autre traitement ? Les coordonnées importantes de l'équipe, comment est-ce qu'on est joint ? Les soins de support dont on parlait tout à l'heure, éventuellement un certain nombre d'associations susceptibles d'aider les patients. Et ce programme personnalisé de soins, il est remis aux patients et une copie doit être envoyée au médecin traitant, de façon à ce qu'il ait aussi le même niveau d'information, que le patient, la personne malade ne débarque pas chez son médecin traitant en disant « ils m'ont dit ci, ils m'ont dit ça », et puis finalement cette information, lui ne l'a pas. Ça, aujourd'hui, le plan cancer 1 disait 80% des patients devaient avoir un programme personnalisé de soins. Le plan cancer 3 dit que quand on sera à 60%, on sera bien. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge de progression, mais là encore, concilier coordination et transmission de l'information et secret médical, ce n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. La crainte aussi d'une non-sécurisation des informations transmises par Internet est quand même une crainte réelle. Même si probablement la NSA s'en fiche un peu, mais bon, en tout cas, on reste avec la crainte que ces informations soient accessibles. Alors je vais terminer avec le code de déontologie médicale. Vous savez que les docteurs, ils sont soumis à pas mal de règles, des règles qui vont être légales. On parlait des lois du 4 mars 2002, des règles d'organisation, les différents plans cancer qui sont jugés par l'Agence régionale de santé, par l'Institut national du cancer. Et on a aussi notre code de déontologie qui vient du Conseil de l'ordre. Alors bon, c'est pas toujours. On a parfois beaucoup de mal à concilier toutes ces informations qui peuvent parfois être contradictoires. Mais pour une fois, en tout cas, le code de déontologie médicale a remis des mots qui, moi, me paraissent assez cohérents avec ma vision des choses et la manière dont j'ai l'impression d'essayer de travailler. L'information, alors c'est les mots que je vais essayer de vous surligner. L'information, elle doit être loyale. C'est pas essayer d'obtenir l'adhésion du patient à toute force. C'est pas parce qu'on croit à un traitement, parce qu'on est persuadé que ce traitement, c'est le bon traitement pour le patient qu'on a en face de nous, qu'il faut faire n'importe quoi pour obtenir son accord. Donc elle doit être loyale, elle doit être claire et compréhensible. Notre charabia de docteur, il faut le laisser à la porte quand on parle de ça. Elle doit être appropriée sur son état. On peut avoir des patients, effectivement, dont la maladie les handicape énormément, les fatigue énormément, pour qui reçoivent des traitements qui sont eux-mêmes susceptibles de les fatiguer énormément, de limiter leur capacité de compréhension. Il faut essayer de s'adapter à ça. Donc on doit informer de manière loyale, claire et appropriée sur son état. Donc juste sur la manière claire, je vais vous raconter deux petites anecdotes qui, moi, m'ont pas mal frappé dans ma carrière sur quelques années. La première, c'était quand j'étais jeune interne, donc ça fait très longtemps, trop longtemps pour moi, mais voilà, on reçoit dans le service une dame qui avait l'âge de ma grand-mère et qui rentrait pour une suspicion de cancer. Donc voilà, elle me faisait vraiment penser à ma grand-mère que j'aimais beaucoup. Et donc on fait des examens et finalement, c'était pas un cancer, c'était une tuberculose. Donc moi, tout content, je vais voir cette patiente et je lui dis:
c'est fantastique, vous avez une tuberculose. Ah oui, mais là, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Moi, j'étais soulagé. Donc, je lui ai donné mon soulagement. Mais elle a appris la mauvaise nouvelle d'une tuberculose, d'une femme qui était née dans les années 15, et donc qui avait la vision socialement négative de la tuberculose. Donc, ce n'était pas du tout une bonne nouvelle pour elle. Mais la seule chose que je n'avais pas faite, c'est lui expliquer ce qu'on craignait. Et donc, le soulagement que je pouvais ressentir à lui donner cela. Mais effectivement, c'était il y a très longtemps, et donc l'information sur les craintes qu'on pouvait avoir ne lui avait pas été donnée, donc la compréhension du soulagement ne pouvait pas venir. Et la deuxième anecdote, c'est qu'il y a un patient, donc là il y a un peu moins longtemps, un patient que je vois qui prend en charge, il a un cancer, et il a un cancer grave, et donc on débute une chimiothérapie. On lui fait un scanner au bout de 2 cures de chimiothérapie, et le scanner est très satisfaisant, la tumeur a beaucoup régressé. Et donc je vais voir ce patient, je lui dis c'est très bien, ça a régressé. Et il ne réagit pas. Je ne comprends pas. Il ne réagit pas du tout. Donc je me dis, je reviens le voir dans 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, il me dit, docteur, vraiment, c'était une mauvaise nouvelle. Je dis, je ne comprends pas. Là, vous me dites que non, c'était une bonne nouvelle. Ça a beaucoup régressé. Mais régresser, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Moi, je veux progresser. Voilà. Et moi, je parlais de la maladie, et lui, il parlait de lui. Donc, essayer de trouver quelque chose d'approprié. On ne parle pas de la maladie, on parle du malade. Et on s'assurer que le patient il comprend bien ce qu'on a dit. Donc maintenant, j'essaie de dire les choses de 2 manières différentes. Et j'essaie de dire, c'est positif ce que je vous dis. Je suis content du résultat. S'assurer qu'il a compris. On reparle de Alors oui, un élément du code de déontologie qui, lui, n'est pas envisagé dans la loi de 2002, c'est que c'est la dynamique. Tout au long de la maladie, le médecin tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. On n'évolue pas, le patient il chemine. Les informations qu'il va demander après 2 ou 3 mois de suivi ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'il va demander au cours de la première semaine. Celles qu'il va demander quand on va lui annoncer, par exemple, que sa maladie a rechuté, ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut s'adapter à tout ça. Encore une fois, l'ignorance du diagnostic ou du pronostic, donc là, les textes sont à peu près identiques, la volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas réellement respecté aujourd'hui. Quand le risque de contamination existe et que le patient maintient sa négation, l'objectif est quand même de ne pas rompre les liens avec lui, de le garder dans les soins. Et donc on peut être amené à discuter. Le pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection. Voilà, ça s'annonce pas comme la grippe, comme une fracture du radius. On a d'autres choses à dire, il faut prendre du temps. Les proches doivent en être prévenus, là encore une fois, avec l'accord du patient. Si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. Donc ça, c'est un élément qui est important parce qu'il est effectivement générateur de temps en temps d'incompréhension, de conflits. On a encore dans ce département des très grandes familles, beaucoup d'enfants, de cousins, etc., de petits-enfants. Oui, on ne peut pas informer tout le monde. Et une personne peut refuser cette information. Le patient, la personne malade, peut le refuser. Alors une autre chose qu'on nous dit assez fréquemment, là c'est plutôt les proches qui viennent dire ne lui dites pas ce qu'il a. Là vous voyez très clairement que la loi est dans la nécessité de répondre aux patients. Donc ce que je réponds régulièrement à ces familles qui me sollicitent en disant vous voyez mon père, mon mari, mon épouse demain en consultation, je sais que vous allez lui donner des mauvaises nouvelles, ne lui dites pas ce qu'il a. Moi je réponds que je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire que ce n'est pas grave si c'est grave, et je ne peux pas ne pas répondre aux questions. Donc après, voilà, ça s'est encore passé ces derniers jours, c'est une patiente que je suis depuis 3 ans, dont la maladie s'aggrave. Je sais qu'elle s'aggrave, elle sait que sa maladie s'aggrave de manière évidente, et son conjoint dit « mais surtout ne lui dites pas ». Promettez-moi, docteur, promettez-moi, ne lui dites pas. Donc la pression est mise.
promettez-moi. Et donc on rentre, je dis, écoutez, vous allez voir, mais je vous préviens, je ne mentirai pas, et si la question est posée, je ne peux pas faire autrement. Et donc on rentre dans la chambre tous les deux, et la patiente me dit, bon, docteur, pour combien de temps j'en ai? Donc elle était au clair sur la gravité de sa maladie, sur la nécessité ou la volonté d'information qu'elle souhaitait. Donc voilà, donc, je crois que c'est la dernière diapo, oui, c'est ça, loyal et clair, c'est des mots que j'aime bien, la loyauté, des explications, et veille à leur compréhension. Voilà, je vous remercie. Alors moi, je vais faire un exercice un petit peu différent. Je vais partir du langage ordinaire, des mots que vous connaissez tous, que vous employez, mais dont vous avez oublié quel sens s'est sédimenté en eux. Évidemment, je vais prendre des mots du vocabulaire médical, du vocabulaire qui concerne la relation du médecin et du malade. Ensuite, j'essayerai de vous montrer un petit modèle mythologique de ce que doit être le comportement du médecin face à son malade. Et enfin, je dirai un mot très bref, rassurez-vous, qui reprendra le dernier exemple qui a été donné, c'est-à-dire que le malade en sait beaucoup plus souvent qu'on ne croit qu'il en sait. Alors partons du vocabulaire. Là, c'est très désagréable. Partons du vocabulaire. On a parlé du colloque médecin-malade. Ça se dit plus, ça, mais ça se disait. Colloque, ça veut dire on parle ensemble. Et non pas, il y en a un qui parle et l'autre qui se tait. Ensuite, consultation. Vous allez en consultation chez un médecin. Consultation, ça vient d'un mot qui veut dire demander conseil. Et initialement, la consultation, ce n'était pas la demande de conseil du malade vers le médecin. C'est, il y a 5 ou 6 siècles, quand un médecin était paumé devant un malade, qui ne savait pas quoi faire, pensez au médecin de Molière, il allait demander conseil à ses collègues. La consultation, c'était la demande de conseil d'un médecin à un autre médecin, quand le travail en équipe n'existait pas. Mais il faut garder cette idée de conseil, parce que par ailleurs, le vocabulaire médical, il peut être quelquefois très militaire. On fait des prescriptions, on fait des ordonnances. L'ordonnance, c'est un vocabulaire militaire. L'ordonnance, ça veut dire qu'on donne un ordre, puis après on se dit, ils ne sont pas obéissants. Ils ne suivent pas leur régime, ils ne prennent pas leurs médicaments. Mais peut-être qu'il faudrait changer un peu la manière dont on le dit. Alors je continue. L'hôpital. L'hôpital, c'était réservé aux pauvres, parce que les riches, ils n'avaient pas besoin d'aller à l'hôpital, ils étaient soignés chez eux. L'hôpital, c'est le lieu où on prend en charge quelqu'un comme un hôte. Mais l'hôte, hostess en latin, c'est très très proche d'un autre mot. On change une lettre, on met hostis à la place d'hostess, et ça veut dire l'ennemi. Ah, alors mon hôte, vous savez, l'hôte, c'est aussi bien celui qui reçoit que celui qui est reçu. Quand je vais à l'hôpital, est-ce que je suis bien reçu ? On pourra faire des comparaisons après. Ensuite, j'en viens au mot thérapie. Thérapie, c'est un mot grec, thérapein. Et ça veut dire rendre un culte religieux. Le soin, initialement, dans la mythologie grecque, c'est traiter le malade comme si c'était un dieu. Alors ça va paraître bizarre, mais on sait que quand Ambroise Paré a soigné un roi de France, le roi de France lui a dit « N'oubliez pas que vous avez affaire à un roi ». Et Ambroise Paré lui a répondu « Mais quelle que soit la personne que je soigne, pour moi, c'est un roi. » Sous-entendu, vous aurez le même traitement que les autres. Donc la thérapie, c'est pas simplement d'ordonner des médicaments, c'est de prendre soin de quelqu'un. Alors je continue, l'auscultation. Ausculter, ça vient d'un verbe qui veut dire écouter attentivement. Pourquoi ? Parce que quand on écoutait les bruits du cœur avant d'avoir des stéthoscopes, eh bien, il fallait qu'il y ait du silence et qu'on écoute très attentivement le bruit du cœur. Ausculter, ça veut dire écouter, donc ça veut dire aussi regarder. Et quelqu'un qui vous ausculte
sans vous regarder, méfiez-vous. Il y a de bonnes chances, c'est peut-être un bon technicien, mais je doute fort que ce soit un bon médecin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une consultation, dans un colloque entre un médecin et un malade? Il se passe une rencontre entre un homme et une femme, un homme et un homme, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas 2 êtres humains. 2 êtres humains qui sont en position asymétrique, ça c'est vrai. Mais cette asymétrie, elle n'est pas totale. Parce que si je suis en position d'infériorité par rapport au médecin qui me soigne, je suis peut-être en position de supériorité en d'autres domaines. Et la relation asymétrique n'est pas forcément aliénante si elle n'est pas pensée comme une différence de caste. Donc une relation asymétrique, oui, ce qui impose 2 choses. De la part du médecin qui est en position de force, une attitude de respect, ça tout le monde l'admet. Mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire que le malade n'a pas le droit, on ne parle que des devoirs, on ne parle que des droits du malade, mais il y a des devoirs aussi. Et un de ces devoirs, c'est l'interdiction d'instrumentaliser le médecin. Or, plus la médecine devient techniquement performante, plus on a tous une tentation de demander au médecin de nous réparer comme on répare notre voiture ou de nous donner les moyens d'obtenir un désir, de la satisfaction d'un désir, même si ce désir n'est pas absolument essentiel à satisfaire. Alors je ne parle pas évidemment du cancer, mais je pense à tout ce qui touche à la procréation médicalement assistée. Je suis pour, hein, sans hésitation, mais il y a des demandes d'enfants, notamment à des âges avancés, qui ne sont pas très raisonnables et qui impliquent une part d'instrumentalisation. Alors ça, c'est pour le vocabulaire. Maintenant, je voudrais vous donner un modèle qui est un modèle mythique. Vous avez tous entendu parler d'Ulysse et de ses aventures sur la mer quand il est revenu de la guerre de Troie. Au cours d'une de ses aventures, il a fait naufrage, il en a fait des tas. Il a perdu son bateau, il a perdu ses amis, il a perdu ses vêtements, il est nu, il est couvert d'algues, il est barbu, il est horrible. Et il arrive sur l'île du roi Alkinoos. Le roi Alkinoos est un roi raffiné, il a des jardins extraordinaires et une très belle fille, Nausicaa, qui est partie laver sa trousse de mariée dans un ruisseau. Et pendant que Nausicaa joue à la balle avec ses copines, Ulysse arrive. Et il est aussi effrayant qu'un lion, dit le texte, qui sort d'un fourré. Donc elles ont peur. Les suivantes se sauvent, Nausicaa l'accueille, elle lui donne une robe, elle l'emmène, elle le lave, et une fois qu'il est propre, bien habillé, il va manger à la table du roi, et là, il apparaît, il a de la prestance, il est beau, et quand on lui raconte son histoire, on découvre que c'est un roi. Je trouve que cette histoire est assez belle pour évoquer la relation qui existe entre le médecin et le malade. Le malade qui va vous voir, qui va voir le médecin, il est défiguré. Il est défiguré par son mal, mais il est aussi défiguré par sa trouille, par son angoisse. Or, il y a dans notre secteur médical qui est extraordinairement performant des éléments générateurs d'angoisse. J'en citerai seulement un. La médecine, chez nous, a fait des progrès fantastiques en ce qui concerne la prise en charge de la douleur. Quiconque a été à l'hôpital sait ça. Bon. Mais on n'a pas beaucoup réfléchi, me semble-t-il, à ce cas d'anxiogène latente. Or, l'attente est un élément constant de la relation médecin-malade. Ce n'est pas le médecin qui attend, c'est toujours le malade. Alors d'abord, il commence à attendre dans une salle d'attente. Il n'y a rien de plus horrible qu'une salle d'attente, à part un petit aéroport où il n'y a pas de commerce. C'est-à-dire, c'est ce que les sociologues appellent un non-lieu. Ce n'est pas un lieu habité. Généralement, il y a des affiches.
Alors, elles sont toutes négatives. Ne fumez pas, ne buvez pas d'alcool, moins de sucre, 5 légumes, enfin voilà. Mais il y a des livres des revues que vous n'avez absolument pas envie de lire. Et il n'y a rien qui soit personnel. Bon, alors on dira, c'est pour des raisons d'efficacité, soit. Mais une fois... moi, j'ai jamais eu de maladie grave. Mais j'ai fait une petite expérience d'hôpital l'été dernier pour une fracture de la malléole et je peux vous assurer que ça m'a servi de leçon. Quand vous imaginez une femme de mon âge qui va faire une mammographie parce que la Sécu nous les rembourse tous les 2 ans. Elle prend son rendez-vous, on lui fait sa mammo, elle n'attend pas tellement. Et puis, moi, je ne connais que le bon résultat, c'est-à-dire la radiologue arrive et dit « bon, il n'y a rien, hein, je vais vous montrer, et puis vous aurez le résultat parce qu'un autre radiologue doit le voir ». Mais prenez une femme à qui on va dire « votre radio elle me pose un petit problème, mais on va la faire revoir par quelqu'un d'autre ». Elle ne sait pas ce qu'il y a, parce qu'on ne lui dit pas « vous avez quelque chose qui ressemble à une petite tumeur ». Donc elle va attendre la 2e radio. Puis après, elle va attendre un rendez-vous. Puis après, elle va attendre, alors je ne sais pas, j'ai peur de dire des sottises, mais elle va attendre une biopsie, elle va attendre le traitement, et elle va attendre, sans qu'elle sache combien de temps il lui faudra attendre. Alors, un petit conseil pour ceux qui gèrent les salles d'attente des hôpitaux, quand il y a plein de monde qui attend, parce qu'on convoque des gens tous à 8 heures, comme ça le chirurgien il n'aura pas besoin d'attendre, eh bien qu'une infirmière de temps en temps vienne dire « oh, vous savez, vous ne passerez pas avant 1 heure, allez donc vous prendre un petit café ». Ou qu'on lui amène un petit café. Ça change tout, parce que ça crée une relation personnelle. Alors, la dernière chose, je peux encore 2 minutes ? Oui. Dernière chose sur laquelle je voudrais souligner, et là je jouerai un peu les philosophes, c'est sur l'annonce d'une maladie grave, dont on vient de parler, ou la question est-ce qu'on doit dire la vérité à un malade ? Si vous posez la question comme ça, la réponse est foutue. Parce que, ou bien vous dites « je suis japonais », non, il ne faut rien dire. Ou bien vous dites « je suis américain », oui, il faut tout dire, tout de suite, brutalement. Parce que vous prenez... Parce qu'on obéit à un modèle de connaissance qui est ce que j'appelle le modèle du tableau. C'est-à-dire, vous connaissez sûrement, ou si vous ne connaissez pas, ben c'est l'occasion de le lire, le portrait de Dorian Gray. C'est une histoire qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui vit une vie assez dissolue, assez peu raisonnable, mais qui ne vieillit pas. Et il est toujours aussi beau, aussi jeune, aussi fringant. Sauf que dans une chambre secrète, il y a un portrait qui se dégrade, c'est-à-dire qui reflète sa propre dégradation. Et à un moment, il est mis en face de son portrait et c'est épouvantable. Donc on fonctionne sur le modèle du portrait, comme l'Instit autrefois sur le tableau noir nous donnait une description exacte, je sais pas moi, une relation entre 2 molécules chimiques. De même, on croit que vous ne savez rien, on va vous dire, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on est en situation d'angoisse, parce qu'on va vous dire quelque chose de grave, ou, oui, quand on est malade, on n'a pas le sens, enfin, on ne comprend pas le sens des mots. Alors, vous disiez progresser, régresser, mais c'est extrêmement fréquent. Moi, j'ai un souvenir comme ça un peu traumatisant. Mon mari avait fait un AVC. On l'emmène aux urgences et on lui fait un scanner. Et puis, au bout d'un moment, arrive un interne avec un air décomposé. Donc, je me dis, c'est grave. Et il me dit, on suspecte, alors je vais le dire en français réel, une tumeur de bas grade, c'est-à-dire de grade pas trop grave. Et moi, j'ai compris une tumeur de Bagdad. Pourquoi ? Je ne suis pas idiote, hein. Ça aurait dû me paraître stupide.
je me suis dit non, ça ne peut pas être la ville, donc ça doit être le nom du médecin qui a découvert ce type de tumeur. Et je suis rentrée à la maison très angoissée. À l'époque, je ne savais pas me servir de Google, donc je ne suis pas allée taper tumeur de Bagdad pour voir ce que ça voulait dire. Mais si je le donne, c'est parce que c'est anecdotique, mais que le malade comprend toujours tout de travers. Bon. Alors, quittons 2 minutes ce modèle du tableau, un modèle mécanique, et prenons un autre modèle, celui de la semence. Ça, c'est un modèle qui nous vient aussi de l'Antiquité grecque. On considérait que le savoir, c'était comme un soleil, et qu'il y avait des sortes d'étincelles ou de semences en chacun de nous. Ce qui est vrai, parce que comment voulez-vous apprendre à quelqu'un qui ne sait rien ? S'il ne sait rien, il n'a pas la base pour apprendre quelque chose. C'était déjà un paradoxe de chez Platon, ça. Pour savoir, il ne faut être ni savant, parce que si vous êtes savant, on ne vous apprend rien, ni complètement stupide, parce que si vous êtes complètement stupide, on ne vous apprend rien. Donc il faut savoir un petit quelque chose pour qu'on puisse amener ce petit quelque chose à quelque chose de plus grand. Ben, c'est pareil dans l'annonce d'une maladie. Le malade sait toujours un petit peu quelque chose. Il y a en lui un germe de savoir qui est un germe impur parce qu'il n'est pas clair, il n'est pas déterminé, il est un mélange de raisonnement et d'émotion, mais il n'est pas rien. Et quand on doit annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, mais ce n'est pas seulement dans le cas de la médecine, ça peut jouer dans bien d'autres cas. J'imagine que si j'étais banquier, je me poserais peut-être la même question. Si j'étais un banquier humaniste, des fois que ça existe. Eh bien, qu'est-ce que l'autre en face de moi sait ? Et comment, à partir de ce qu'il sait, je puis lui donner des informations qui lui permettront de reformuler ce qu'il sait et de poser les questions adéquates qui lui permettront de savoir. Le malade veut savoir, il ne veut pas tout savoir et il ne veut pas tout savoir tout de suite. Et de ce point de vue-là, il y a aussi, je terminerai là-dessus, une différence de rythme temporel entre le médecin et le malade. Le médecin, par définition, mais ce n'est pas vrai seulement du médecin, c'est vrai du prof, il y a le bac qui arrive, les enfants, c'est vrai de beaucoup de métiers techniques. Le médecin, peut-être plus que d'autres, il vit dans l'urgence. Et son rythme, c'est un rythme un peu saccadé. Il n'a pas le temps, et les collègues l'attendent, il y a les jeunes à former, etc. Il n'a jamais le temps de prendre son temps. Et si chez lui, il ne prend pas le temps de prendre son temps, ben, ça va être encore plus dur quand il va revenir à l'hôpital. En revanche, le malade, même s'il était un cadre hyperactif, quand il est allongé dans son lit à l'hôpital, ben, il ne peut pas, même s'il a son ordinateur, tout gérer à la fois. Donc, il faut qu'il apprenne à vivre un autre temps. Et ce décalage de rythme est extrêmement difficile à vivre. Donc, il faut en prendre conscience que pour le malade, qu'il n'est pas le seul malade de ce médecin, qu'il en a d'autres. Et pour le médecin, prendre conscience que le malade qui est en face de lui n'est pas un interne qui fait semblant d'être malade pour qu'on puisse lui expliquer comment on doit dire la vérité à un malade. Il y a des rythmes différents et ces rythmes peuvent changer. Voilà, j'aurai encore plein de choses à vous dire, mais on pourra en discuter après. Bien, donc après avoir entendu beaucoup de belles choses sur la communication, moi je vais, c'est vrai, intervenir sur des difficultés de communication et en particulier, qu'est-ce qui se passe quand la communication entre un médecin et un malade ou entre un malade et une équipe médicale ne fonctionne pas bien. Et bien sûr, l'idéal,
moi, j'en reste persuadée. Alors, je ne vous ai pas dit, j'ai été donc médecin à l'hôpital pendant 35 ans ou 38 ans. Et puis ensuite, quand j'ai pris ma retraite, j'ai pris la fonction de médiateur médical, c'est-à-dire que j'ai accepté de rencontrer des familles ou des malades qui avaient des griefs à présenter ou qui n'étaient pas contents de la façon dont ça s'était passé. Et bien sûr, on privilégie vraiment, il faut toujours privilégier la relation directe entre les malades et le médecin qui le soigne. C'est l'idéal, c'est le médecin qui peut le mieux expliquer la maladie et expliquer le traitement, comme on vous l'a démontré tout de suite. Mais quelquefois, il y a des difficultés et à ce moment-là, eh bien, il y a maintenant la possibilité de faire appel au médiateur. Alors, ce que je me propose de faire, c'est de vous expliquer un peu ce qu'est un médiateur, comment fonctionne l'entretien de médiation, c'est-à-dire si on demande à rencontrer le médiateur, comment ça se passe, quelle est la suite de cet entretien de médiation. Et si j'ai encore un petit peu de temps, M. Lebel me dira, je peux éventuellement vous donner un exemple de médiation où les problèmes de communication étaient vraiment très prédominants. Donc je ne vais pas insister sur la première diapositive, si on a déjà parlé, simplement rappeler que la fonction de médiateur est une fonction assez récente, puisqu'elle découle, là encore, de la loi Kouchner du 4 mars 2002, qui a créé en particulier dans les établissements de santé les commissions de relations avec les usagers. Ces commissions sont obligatoires dans les établissements de santé et ce sont des réunions, en fait des séances où se réunissent des directeurs de l'établissement, des médecins, des représentants des soignants et puis des représentants des associations de malades, des associations d'usagers. Donc des représentants de malades, plus quelques personnalités, comme par exemple Madame Lagré qui assiste à la CRUC de Rennes. Par la suite, un peu plus tard, le décret donc, du 2 mars 2005 a créé les fonctions de médiateur médical et non médical, qui eux font aussi partie de cette commission, assistent aussi à la commission. Alors cette fonction de médiateur, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction d'abord bénévole. On n'est pas payé par l'hôpital pour faire ça. Et il existe deux types de médiateurs. Des médiateurs médicaux, qui sont des médecins, donc des médiateurs médecins. Il y en a deux, un titulaire et un suppléant. Et ces médiateurs, ils sont nommés par le directeur de l'établissement sur proposition de la commission médicale d'établissement. Et ils sont choisis parmi les médecins qui exercent dans un établissement de santé. Pas forcément l'établissement, par exemple le CHU de Rennes, si on parle dessus, ce n'est pas obligatoire, mais obligatoirement dans un établissement de santé, ou bien ce sont des médecins qui ont cessé d'exercer depuis moins de 5 ans. Et puis, donc ces médiateurs médicaux, ils sont chargés de travailler sur les plaintes ou les réclamations qui concernent l'organisation des soins ou bien le fonctionnement médical. Et puis, il y a une autre catégorie de médiateurs qu'on appelle les médiateurs non médicaux qui sont choisis par le directeur d'établissement parmi les gens qui travaillent à l'hôpital et qui ne sont pas médecins. Et eux sont chargés, alors dans les textes c'est assez vague parce que c'est de tout ce qui n'est pas de la responsabilité du médiateur médical. Mais pour vous donner des exemples, ça peut être quand même des gens qui se plaignent de factures qu'ils refusent de payer. Ça peut être quelque chose au niveau de l'organisation des secrétariats, par exemple. Enfin, tout ce qui n'est pas vraiment, qui ne concerne pas directement le soin. Alors, avant de vous dire, de vous expliquer un petit peu ce que c'est que la fonction de médiateur, j'aimerais vous dire d'abord ce que n'est pas le médiateur, parce que quelquefois, les gens qui viennent à un entretien de médiation sont sur une fausse idée, en fait, de ce qui va se passer et de ce qu'on est susceptible de faire. Alors, le médiateur, d'abord, ce n'est pas un juge, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va dire « il y a eu une erreur, il y a eu un dysfonctionnement, et puis vous avez droit par exemple, à de l'argent à cause du préjudice que vous avez subi ». Et il n'a même pas à juger lui-même si la personne qui vient a raison ou si c'est le service médical qui a raison. Ce n'est pas du tout sa posture. Il doit être en fait assez neutre. Il est là pour recueillir ce que la personne vient dire. Il va aussi aller recueillir ce que l'équipe médicale va dire. Il a une position de neutralité, mais il permet aux gens de s'exprimer. Alors, ce n'est pas non plus du tout un avocat de l'hôpital.
Et en particulier, le rôle du médiateur n'est pas du tout d'essayer de diminuer le nombre de contentieux, par exemple. Et je dois dire, j'ai fait ça pendant 7 ans, M. Lebel aussi plus longtemps. On n'a jamais eu de pression de la direction pour nous dire il faut que ça s'arrange, etc. Et ce n'est pas le rôle du médiateur non plus. Et même à l'inverse, si la personne demande quelles sont ses possibilités de recours, le médiateur doit lui les donner. Il doit lui donner toutes les possibilités de recours qu'il a. Et ceci, même si le médiateur pense qu'il n'y a pas de faute ou il n'y a pas de raison d'aller en justice, il va devoir expliquer les différentes possibilités de façon neutre et indépendante. Alors, j'ai mis aussi, il n'est pas un représentant des assurances. C'est vrai qu'il n'a pas la possibilité de donner de l'argent lui-même. Ce sont s'il y a un préjudice et si la personne a droit à une compensation financière, ça ne sera jamais le médiateur qui le décidera, ce seront les assurances de l'hôpital. Et enfin, ce qui est peut-être un petit peu plus difficile quelquefois à comprendre par les personnes qui viennent en médiation, il n'est pas un expert médical. C'est-à-dire qu'il ne va pas être capable de dire cette opération n'a pas été faite selon les règles de l'art, puisque on peut penser que s'il il devait être un expert médical, il faudrait pratiquement un médiateur dans chaque spécialité. Moi, j'étais plutôt pneumologue, j'étais pas chirurgien, donc je ne pouvais pas donner un avis sur la façon dont se passait une opération. Les experts, c'est différent. Là encore, le médecin médiateur est là pour donner des explications. Quand on est médecin, on est capable quand même de donner des explications, même sur des complications chirurgicales qui sont survenues. Mais on n'est pas là pour juger ou pour dire si les choses se sont passées de façon tout à fait normale. Alors, à quoi sert le médiateur? Maintenant, on y vient. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Une des possibilités que l'on rencontre, c'est d'apporter une information complémentaire si les personnes ont l'impression de ne pas avoir eu suffisamment d'informations ou pas d'informations complètes ou ont un doute sur le fait qu'on leur ait caché quelque chose. Et pour ça, le médiateur a le droit d'accéder au dossier médical. Hervé Léna vous a dit que le secret médical était partagé entre différents médecins, mais un médecin donné n'a pas le droit d'aller voir n'importe quel dossier médical dans l'hôpital. Normalement, il n'a le droit d'aller voir que les dossiers dont il s'est occupé. Alors, pour avoir accès au dossier médical, il faut que la personne qui vient en médiation ait donné son autorisation, ou bien, si c'est un patient qui est décédé, que sa famille ait autorisé le médiateur à consulter le dossier médical. Donc, avant toute médiation, au niveau ici de notre organisation, un courrier est envoyé à la personne avec un petit imprimé à remplir où il coche pour dire qu'il autorise le médiateur à aller consulter le dossier ou qu'il ne l'autorise pas. Et s'il ne l'autorise pas, il ne pourra pas aller voir le dossier médical. Alors, la médiation va permettre aussi aux plaignants d'exprimer ses griefs quand il y en a. Et puis, quelquefois, eh bien, au cours de la médiation, on va être amené à faire sortir des choses qui n'avaient pas été du tout dites dans la lettre qui avait été déposée par le plaignant. Des choses, donc le rôle de la médiation, c'est aussi de faire dire à la personne tout ce qu'elle a dans la tête, tout ce qu'elle souhaite. Et souvent, une des questions qu'on peut poser, c'est « Qu'est-ce que vous attendez exactement de moi? Qu'est-ce que vous attendez de la médiation ?» Et là, les réponses sont souvent assez différentes. Dans un grand nombre de cas, des personnes viennent pour signaler ce qu'ils considèrent comme un dysfonctionnement. Quelque chose s'est mal passé au cours de l'hospitalisation, par exemple. Et ce que disent les gens, c'est « j'ai voulu venir témoigner parce que je ne voudrais pas que ça se reproduise. Donc pour moi, c'est trop tard, mais pour les autres patients qui vont venir, il faut que vous corrigiez ça parce que c'est un dysfonctionnement et il ne faut pas que ça se reproduise. » Et c'est assez fréquent que l'on ait ce genre de discours. Deuxième attente, quelquefois, qui n'apparaît pas forcément tout de suite, c'est la demande d'argent. Des gens ont eu, par exemple, une complication et puis se disent peut-être que j'ai droit à une réparation, à obtenir de l'argent. Et ça, il faut qu'au cours de la médiation, on puisse le faire dire, parce que sinon, la médiation est ratée. Les gens viennent pour ça, et puis le médiateur n'arrive pas à faire dire exactement tout ça. Ce n'est pas toujours facile de dire, quand on vient voir un médecin, qu'on recherche de l'argent.
Ça peut être également des gens qui vont demander des excuses de l'équipe médicale. Et puis enfin, il y a des gens qui sont plus sévères peut-être, qui vont demander même à ce qu'on, l'expulsion, l'arrêt de travail d'une infirmière ou d'un médecin. Cette infirmière, elle ne mérite plus d'être infirmière, et moi je demande qu'elle soit mise au chômage, qu'elle soit renvoyée de l'hôpital. Même chose pour des médecins. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu. Le médiateur peut parfois être amené à expliquer les différents moyens de recours pour la personne. Il y a plusieurs possibilités. Et puis enfin, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le médiateur peut aussi être sollicité par une équipe médicale. Quand une équipe médicale a de grosses difficultés, soit avec un patient, soit avec une famille, et c'est plus souvent avec des familles, bien quelquefois elle fait appel au médiateur médical en disant nous on peut plus, ça peut plus fonctionner comme ça, donc il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, le médiateur peut organiser une réunion avec la famille et puis l'équipe soignante pour que les choses soient dites et qu'on essaye de dire bon, il y a des limites à ne pas dépasser. Comme vous a dit le docteur Lénal ou Madame Lagré également, les patients ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et quelquefois, ça dépasse un petit peu les bornes, les devoirs ne sont pas respectés. Et le médiateur peut intervenir dans ce cas-là. Alors, rapidement, comment se passe la médiation ? Bien, les médiations sont toujours déclenchées par une plainte écrite. On ne fait jamais de médiation sur une plainte orale ou sur quelqu'un qui vient en disant « j'ai entendu dire que ça s'est passé comme ça, j'ai une amie qui, etc. » Il faut vraiment qu'il y ait une plainte écrite qui est adressée à la direction de l'hôpital ou adressée directement à un médiateur. La direction, à ce moment-là, recevant cette lettre, fait une enquête, envoie soit la lettre, soit un courrier à l'équipe médicale et demande un rapport, un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé, expliquez-moi, il y a une plainte, qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, la direction, habituellement, fait une lettre à la personne plaignante en lui disant on a fait une enquête, voilà la réponse de l'équipe médicale. Et en général, la direction ajoute si la réponse ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de demander un entretien de médiation. Alors, c'est le circuit le plus fréquent, mais quelquefois, il y a un appel direct, une lettre directe au médiateur pour lui demander un rendez-vous. Les deux choses sont possibles. Alors ensuite, un rendez-vous d'entretien est pris. Alors, il doit être pris rapidement, hein, normalement, il doit être proposé dans les 8 jours qui suivent la plainte. Et à ce moment-là, le médiateur peut quelquefois consulter le dossier médical, s'il en a l'autorisation. Parfois, on ne consulte pas le dossier médical. Alors, moi, je vous donne un petit peu mon expérience. Je sais qu'il y a des médiateurs qui préfèrent rencontrer les personnes sans avoir regardé le dossier pour être vraiment pas du tout influencés par ce qu'ils ont vu. Moi, mon attitude, c'était plutôt de regarder le dossier pour pouvoir apporter des informations en fonction des plaintes qui étaient déposées. Et le médiateur peut aussi quelquefois rencontrer l'équipe médicale pour avoir aussi l'avis de l'équipe médicale. Tout ça, c'est un peu en fonction des demandes. Quelquefois, on fait la médiation avant d'avoir rencontré l'équipe médicale et puis on va voir l'équipe médicale après. Ça dépend un petit peu de la demande des personnes. Mais en tout cas, il y a différents temps comme ça. C'est le dossier médical, l'équipe médicale et puis le patient. Alors, l'entretien a lieu et cet entretien, il faut que le médiateur ait le temps de bien écouter le patient, de vraiment qu'il ait la sensation qu'il a pu dire tout ce qu'il avait à dire. Les entretiens de médiation, ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure et quart quelquefois. Et à la suite de cet entretien, le médiateur écrit un rapport qui est envoyé à la personne qui a déposé la plainte. Donc, cette personne peut voir ce que le médiateur a retenu de l'entretien. Alors, ce n'est pas noter la totalité de ce qui s'est dit, c'est vraiment une synthèse de l'entretien avec les choses importantes qui ont été retenues et en particulier ce que demande la personne qui est venue en entretien. À la suite de tout ça, il y a encore une suite à cet entretien de médiation.
Le rapport d'entretien qui, ici à Rennes, est rendu anonyme, c'est-à-dire qu'on a gardé seulement les initiales des noms du plaignant et les initiales du nom du médecin. Ce rapport, il est présenté devant le bureau de la commission de relations avec les usagers. Donc notre attitude, c'est de dire on va discuter d'un problème, on n'a pas besoin de connaître les noms des gens qui sont en cause, on discute de ce problème et la commission de relations avec les usagers donne un avis et ensuite le directeur qui est présent à la commission adresse un courrier au patient pour lui signifier ses décisions ou ses propositions et un autre courrier est adressé en général par le médiateur à l'équipe médicale qui était mise en cause. Dernière chose, le médiateur fait partie de la commission de relations avec les usagers et il a un rôle aussi au niveau de cette commission, puisque cette commission elle est informée de toutes les plaintes et les réclamations qui ont été déposées. Donc, il peut y avoir des plaintes et des réclamations, bien sûr, sans médiation. Elle est informée des dossiers de médiation et une fois par an, cette commission, les membres de cette commission doivent présenter un rapport et les médiateurs et les représentants des usagers font à ce moment-là une liste de propositions d'amélioration en tenant compte justement des plaintes qui ont été déposées, des dossiers de médiation qui ont été vus, et puis également des questionnaires de sortie. Tout ça est analysé, puis on fait des propositions d'amélioration. Alors je vais vous raconter une médiation donc, que j'ai tenue et qui me paraît assez évocatrice de ces difficultés qui peuvent survenir du fait de difficultés de communication. Bien sûr, j'ai choisi plutôt une situation où il y a eu des problèmes de communication. C'est l'histoire d'un patient âgé, puisqu'il a autour de 80 ans, et qui a un rétrécissement de l'aorte, un rétrécissement de la valve aortique. Et donc, il va voir son cardiologue, et au bout de quelques consultations de suivi, son cardiologue lui dit qu'il devrait pouvoir bénéficier d'une opération parce que malgré son âge, il n'a pas d'autres pathologies associées, il est en bonne forme et le cardiologue estime que l'intervention peut lui être proposée. Et donc, il décide de l'envoyer en consultation, en chirurgie cardiaque, et il prend rendez-vous et il vient avec sa fille. Alors, il faut dire que ce monsieur a une épouse qui a une maladie d'Alzheimer, donc qui ne peut pas, bien sûr, l'accompagner, et que depuis plusieurs années, sa fille le suit dans les consultations, l'aide, le conduit, assiste aux consultations, connaît très bien son cas. Donc, la fille vient en consultation avec son père, et le début de la relation avec le chirurgien est très bonne, puisque la consultation, d'après la fille en particulier, se passe très bien. Elle dit que le chirurgien a été très souriant, très attentif, qu'il a bien expliqué les risques, mais aussi qu'il pensait que le monsieur était capable de supporter cette intervention. En tout cas, ils ressortent de la consultation très confiants, nous disent-ils, et malgré l'anxiété d'une opération sur le cœur, ils ont vraiment eu un très bon contact. Donc une première communication qui paraît très bonne, qui est très bonne même. Ensuite, ces personnes habitent le Morbihan, donc ils repartent chez eux, et puis un rendez-vous est pris pour l'opération, et le monsieur est convoqué la veille de l'opération à 15h. Sa fille l'accompagne encore pour l'installer, pour l'accompagner pour cette arrivée à l'hôpital. Et en fait, elle se dit, il faut que j'ai le temps de rester avec mon père, de bien l'installer dans sa chambre. Et au lieu d'arriver à 15h, ils arrivent à 14h. Et là, l'accueil est très mauvais. C'est-à-dire que les infirmières sont débordées par des patients graves qui viennent d'être opérés. La personne arrive avec 1 heure d'avance, donc on lui fait remarquer qu'il arrive trop tôt, que la chambre n'est pas prête. On lui dit en plus que la chambre, elle ne sera pas prête à 15h comme c'était prévu, mais beaucoup plus tard parce qu'il y a eu un retard de départ du malade précédent. En tout cas, on leur demande de s'asseoir dans la salle d'attente et d'attendre. Donc la fille, elle est un peu choquée de cet accueil. Elle s'attendait à ce que son père soit installé dans la chambre, à pouvoir l'installer, tout ça. Et donc, elle n'est pas contente. En plus, elle a laissé un enfant en garde à une amie. Donc, ça commence à devenir difficile pour elle.
Et le temps passe dans la salle d'attente. Et à un moment, une infirmière arrive et d'après ce que m'a dit la fille, sans explication, donne un carton avec le numéro à appeler le lendemain pour avoir des nouvelles, pour appeler la réanimation. Et à ce moment-là, la fille dit « J'ai des examens que mon père a passés depuis la dernière consultation, je voudrais vous les montrer ». Et l'infirmière qui est pressée lui dit c'est pas le moment, le monsieur va voir l'anesthésiste pendant un quart d'heure, 20 minutes, il pourra lui montrer les résultats. Donc là encore, une certaine frustration de cette jeune femme qui ne peut pas faire ce qu'elle voulait. Et puis finalement, vers 5 heures du soir, quelqu'un vient chercher le monsieur pour passer une radio pulmonaire. Et à ce moment-là, la jeune femme ne peut plus rester. Et donc, elle dit au revoir à son père, mais très très vite, parce qu'on l'emmène pour la radio. Et elle n'a pas eu le temps de l'installer dans la chambre. Et elle dit, j'ai perdu vraiment complètement la confiance déjà dans l'hôpital et j'étais prête à reprendre mon père et à repartir de cet hôpital. Mais elle dit, le chirurgien a été tellement gentil et sympathique que je ne veux pas lui faire ça, donc elle repart et elle laisse son père. Bon, l'opération se passe bien, l'opération elle-même se passe bien. Je vais aller relativement vite pour arriver au point essentiel, mais au bout de 5-6 jours, apparaissent des complications respiratoires. En particulier, le monsieur se met à tousser beaucoup et il a un lâchage de suture de son sternum et il doit être réopéré. Donc c'est à nouveau une complication qui n'était pas attendue et qui rend difficile les choses. Et puis, petit à petit, le monsieur s'améliore et on parle de sortie. Et puis, il est vu par le chirurgien qui lui dit « Oui, ça va bien, vous pouvez rassurer votre fille, tout va bien ». Et un samedi soir, la jeune femme téléphone pour avoir des nouvelles de son père. Et avant de prendre son père au téléphone, elle demande à une infirmière des résultats d'une radio. Et la personne qui prend le téléphone à ce moment-là laisse le téléphone sur la table et elle dit qui est-ce qui a eu les nouvelles de la radio du père, alors je vais dire Dupont par exemple, le petit père Dupont, ou qu'est-ce qui a eu sa radio. Et la fille, elle a vraiment pris ça comme une insulte pour son père, elle a trouvé que c'était très très irrespectueux. Et donc quand l'infirmière a repris le téléphone pour donner les résultats de la radio, elle a été très agressive, elle lui a dit que c'était inadmissible d'appeler de cette façon-là un malade, etc. Et elle était tellement énervée qu'elle n'a pas pu prendre son père au téléphone pour discuter avec lui le soir. Et malheureusement, chose très très grave, dans la nuit suivante, le monsieur est décédé et un anesthésiste l'a appelé vers 1h, 1h30 du matin pour lui dire que son père était décédé. Donc, vous voyez que c'est une situation très difficile. Et au bout de la dame a été revue par le chirurgien, il y a eu de nombreux entretiens. Elle a écrit une lettre à la direction pour raconter tout ce qui s'était pour elle mal passé. Et finalement, je l'ai vue en médiation. Et je me suis rendu compte dans la médiation qu'elle avait un terrible doute, en plus de me raconter tout ce qui s'était passé. Elle pensait que le fait d'avoir eu une attitude agressive avec l'infirmière avait peut-être pu entraîner une maltraitance et provoquer le décès de son père. Donc pour vous montrer comme des erreurs de communication peuvent arriver dans la tête des gens à des choses terribles parce qu'elle était très 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 culpabilisée. Et il a fallu vraiment reprendre tout le dossier du patient avec elle en lui montrant à quelle heure il s'était aggravé, que l'anesthésiste avait été tout de suite appelé, qu'il y avait eu un traitement, que le chirurgien était venu, enfin que son père avait été pris en charge à la suite de son aggravation pour que, je pense, on l'ait quand même rassuré. Mais ça me paraît emblématique de difficultés de communication.